téléspectateurs. Aujourd'hui au programme, dans cette émission matinale du Dessus des cartes, nous nous intéresserons à la crise de la biodiversité. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, ce thème allant souvent de pair avec le réchauffement climatique. En effet, la propagande écologiste, si j'ose en parler de cette manière, nous a mis dans la tête que nous, humains, économistes et bons citoyens, sommes littéralement en train de détruire notre planète et par conséquent ses habitants. Le vocabulaire utilisé par ces spécialistes de l'environnement est sans appel. On parle bien d'une 6e extinction de masse. Ces propos dramatiques sont-ils fondés? Pourquoi sommes-nous responsables? Et surtout, existe-t-il des solutions? Les réponses à ces questions se trouvent dans le reportage qui suit. Nous retrouvons donc Jean-Claude, expert au jardin botanique de Genève. Bien le bonjour à vous, Jean-Marie. Tout d'abord, comme vous l'avez très justement relevé, nous vivons actuellement une importante crise de la biodiversité. Tous les constats sont convergents et sans appel. L'appauvrissement de la biodiversité au niveau planétaire est une menace très importante. Il n'y a qu'à observer tous les beaux végétaux qui m'entourent, comme ce très joli Edicium gardnerarum. Nombre d'entre eux tendront à disparaître si aucune mesure n'est prise. La biodiversité désigne la diversité de toute forme de vie sur Terre. C'est par une régulation harmonieuse de celle-ci que sont formés les écosystèmes qui permettent un bon fonctionnement de la biosphère, elle-même rendant service au bon fonctionnement du cycle de l'eau ou à la protection des sols. La diversité biologique est donc vitale pour la survie de notre espèce sur Terre. Elle est la source de notre alimentation variée, des différents composés médicaux ou encore cosmétiques. Tout ça pour vous dire simplement que tout est relié et dépendant du maillon précédent de la chaîne. C'est aussi la biodiversité qui porte le potentiel évolutif des espèces. Le vivant est aujourd'hui menacé et nous pouvons clairement affirmer que l'action humaine en est à l'origine. Je peux vous nommer rapidement les 3 principales pressions exercées sur la biodiversité, qui sont à savoir la destruction, la fragmentation et l'altération des habitats, l'introduction d'espèces allogènes et la surexploitation d'espèces. L'étude de ces pressions nous permet de définir ce qu'est un hotspot. Sur cette carte, on voit apparaître les régions sauvages de haute biodiversité en vert. Ce sont les régions qui sont considérées comme encore majoritairement intactes. Les hotspots de la biodiversité, qui apparaissent en rouge, sont les régions identifiées comme prioritaires car elles portent au minimum 1500 espèces endémiques, soit 5% du total des espèces mondiales recensées et dont l'environnement est endommagé et perturbé à plus de 70%. On peut donc constater que ce sont les régions tropicales et les océans qui sont les plus touchés. Mais c'est un hasard. Voici une carte qui nous indique le taux d'émission de CO2 par pays, facteur déterminant dans le réchauffement climatique et la pollution. La grande majorité de ces émissions vient des États-Unis d'Amérique, d'Europe et de l'Australie, pays indiqués en rouge et orange foncé sur la carte, correspondant à un taux d'émission de plus de 7 tonnes par habitant par an. Les pays plus clairs ne totalisent même pas ce taux et sont ceux qui abritent la majorité des hotspots de biodiversité. Dès lors, cette carte nous indique bien que ce que l'on fait chez nous peut vite déranger chez les voisins. Après de telles précisions, nous avons cherché à savoir qui autour de nous avait déjà pris conscience et connaissance des détails de cette crise. La biodiversité, est-ce que ça vous parle? Je sais pas si ça a de la parole, mais moi j'y vois en tout cas des fois. Biodiversité, j'ai déjà entendu beaucoup de fois, mais théoriquement je sais pas vraiment ce que c'est. La faune, la flore, c'est des mots qui me viennent à l'esprit. Biodiversité, ouais, c'est un truc global un grand avec panel d'animaux et de plantes. La biodiversité, c'est beaucoup de choses très différentes ensemble qui ne se ressemblent pas et faut punir qui ne veut rien dire parce que ça ne veut rien dire. Tout ce qui se trouve soit dans la faune, ou dans la nature, dans la forêt. Est-ce qu'il faut préserver aussi pour le futur? Alors en parlant de préserver, est-ce que vous faites quelque chose en faveur de cette biodiversité? On fait des petits gestes quotidiens pour essayer d'être un peu écologique. Donc on trie les déchets, on fait attention à notre consommation d'électricité, d'eau, tous les petits gestes qui aident. Ouais, sinon c'est vrai que pas rien de très concret, digital, mais comme tout le monde je pense. Les gestes quotidiens énormes. Oui. Je varie les cornflakes le matin. J'essaye au maximum de mélanger le plus de cornflakes possible avec du lait. Et une fois d'ailleurs, j'ai essayé rhum cornflakes à essayer le matin après une cuite.
t'as le droit de dire non. Ouais, non, je crois pas. Enfin, honnêtement, je pense pas que je fasse grand chose. Pour la biodiversité genevoise en tout cas. Non, moi non plus. Enfin, à part genre les achats des produits de la région et tout ça, on fait. Et donc indirectement ça la touche, mais c'est pas. Je roule économiquement avec ma voiture. Si on lutte contre la pollution, ça compte pour la biodiversité, non? Je dis n'importe quoi, moi je dis n'importe quoi là. Non mais moi par exemple je me déplace à vélo. Écologiquement. Ouais, toi tu te déplaces en voiture, moi je roule à vélo. Mais pas plus que ça. Je sais pas quoi faire en fait. Et est-ce que vous vous sentez quelque part coupable de la destruction de cette biodiversité? Oui, à cause de la moto. La biodiversité et la moto? Ça pollue. Ça tue de la faune et de la flore. Moi je me sentirais plutôt coupable dans le sens où avec la monoculture, l'huile de palme et toutes ces choses, là on contribue en consommant ces produits, on contribue à cette perte de la biodiversité. Personnellement moins qu'un Américain, je dirais. Ouais. Personnellement je pense qu'on est une population qui essaie de faire gaffe. Ouais, je mange un boria mais ça n'a rien à voir. Parfois quand même on devrait faire un peu plus d'efforts. Je pense dans la consommation, dans nos achats et tout, c'est un peu baisser notre consommation. D'accord. Eh ben, on vous remercie. Merci. Pour terminer cette émission, notre équipe de reporters s'est rendue auprès de l'autorité compétente dans la gestion de l'environnement à Genève afin de récolter des propos exclusifs et des solutions abordables à petite échelle pour limiter l'impact de nos modes de vie citadins sur la biodiversité. Donc le domaine d'action en fait de la Direction Générale Nature et Paysage est un domaine d'action en fait qui nous est confié par la Confédération. Donc au niveau international, ensuite les États ont signé la Convention de Rio. La Confédération veille à ce que les accords internationaux soient respectés. Puis nous, au niveau de la Constitution fédérale, tout ce qui est du domaine de la protection de la nature, en fait, c'est la Confédération qui donne les grandes lignes et c'est les cantons qui sont compétents pour mettre en œuvre. Maintenant, on a aussi tout un rôle de coordination qui se met en place, mais ça, ces derniers mois ou ces dernières années, on se rend compte que pour gérer la biodiversité qui se retrouve partout, autant en ville qu'au fin fond des forêts, si je veux simplifier, on est obligé de travailler en fait avec de nombreux acteurs. Donc tous les acteurs qui font la gestion du territoire, la construction des logements, la construction des routes, toutes les autres politiques publiques, en fait, nous, on est, la Direction Générale Nature et Paysage, un des acteurs de l'État qui fait la coordination en fait, avec les autres politiques publiques. Typiquement, là, on a pas mal d'acteurs différents en fait, qui font un travail de sensibilisation en fait, des différents publics à la biodiversité. On a évidemment le département de l'instruction publique avec les profs de biologie ou bien les gens qui travaillent dans ce domaine-là. On a les communes, avec en particulier la ville de Genève, Muséum d'histoire naturelle, Conservatoire et Jardin botanique, où c'est des institutions scientifiques évidemment qui donnent des informations intéressantes. Et on a toutes les associations de protection de la nature et de l'environnement qui effectivement soit organisent des camps pour les jeunes, possèdent des centres nature dans lesquels les gens peuvent aller pour se renseigner sur la biodiversité. Il y a la Libellule, il y a ProNatura, il y a le WWF. Donc on essaye de travailler en fait avec tous ces partenaires pour tout ce qui touche à l'éducation à la nature. Donc on a eu l'idée de créer une loi sur la biodiversité en fait au niveau cantonal. Avec ça, on est le premier canton en Suisse en fait à mettre en place une loi sur la biodiversité. C'est une loi qui n'est pas une loi de police, donc c'est pas une loi coercitive comme on dit, c'est une loi incitative. Donc c'est une loi cadre qui essaye d'encourager les gens à aller dans un certain sens, mais c'est pas une loi qui vient et puis qui dit on vous demande de faire ça, on vous interdit de faire ça, etc. Puisque ces trois domaines que je viens de citer, c'est des domaines dans lesquels on doit pouvoir compter sur la bonne volonté des gens et puis pas sur des dispositions de protection. La première chose, c'est que l'état de référence, il n'existe pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs espèces qui ne sont même pas décrites au niveau scientifique. Ça, c'est la manière d'éviter, évidemment, la réponse
la plus simple. Évidemment, quand on fait une comparaison, est-ce que ça va mieux maintenant qu'avant? Il faudrait que l'état de référence avant, il soit clair, puis qu'on ait fait plusieurs fois les recensements, donc de façon objective et scientifique. Et puis, pour certains groupes, que ce soit la flore ou les animaux, les états de référence, on les a depuis 60 ans, peut-être pour les plus vieilles, mais un état de référence de la biodiversité moderne, entre guillemets, puisqu'on a un catalogue sur les insectes qui date de 2012, qui nous dit qu'il y a 11 193 espèces d'insectes à Genève. On imagine qu'il y en a 15 000. Hein. Je veux dire, le jour où on aura fait le tour de toutes les questions, donc au niveau des plantes, on sait qu'on a plus de 2000, mais si on ajoute les mousses, les lichens auxquels on vient de faire les analyses, eh ben, on voit qu'on a un énorme champ d'investigation hyper complexe avec des espèces qui font quelques millimètres et puis d'autres qui sont bien visibles, comme le cerf. Okay, on sait presque combien d'individus de cerf on a à Genève, mais je ne pourrais pas dire combien on a de telle ou telle espèce de colambole ou de telle ou telle espèce de lichen, quoi. Donc le problème d'état de référence, il est déjà compliqué. Maintenant, pour quelques centaines d'espèces, on suit ces espèces depuis plusieurs dizaines d'années. Alors là aussi, ça dépend. Il y a certaines espèces qu'on croyait perdues qui sont en train de reprendre du poil de la bête, si j'ose dire. Donc certaines espèces étaient presque au seuil de l'extinction à Genève. Et puis sans que nous, on ait fait grand-chose, pour être très modeste, on voit qu'elles redémarrent. Il y en a d'autres pour lesquelles on fait des efforts depuis des années avec des programmes de suivi, des programmes de réintroduction. Et puis elles continuent à rester ras les pâquerettes, sinon en dessous du seuil de survie qui leur est propre. Donc je dirais que c'est très variable d'une espèce à l'autre. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à Genève, on a une certaine chance. Sur un tout petit territoire, on a en moyenne une diversité qui est supérieure à ce qu'on peut constater dans d'autres territoires en Europe moyenne. On part toujours du point de vue que c'est parce qu'on a l'influence atlantique, l'influence méditerranéenne, l'influence alpine, l'influence médio-européenne. Donc pour des questions, je dirais, de biogéographie, on est un peu au croisement de certains territoires, donc on a une certaine diversité. On se rend compte par exemple que la ville joue un rôle de plus en plus important. Il y a pas mal de biotopes en ville qui sont des biotopes qu'on appelle de substitution, donc qui ne sont pas les biotopes d'origine de certaines espèces, mais dans lesquels certaines espèces ont réussi en fait à redéployer leur capacité de survie. Et typiquement, pour toutes les zones construites, on n'a pas d'inventaire. Cette question du pourcentage en fait, du territoire qu'on consacre à la biodiversité, elle est aussi de nouveau assez variable selon les chiffres qu'on prend. Actuellement, on a une soixantaine de réserves naturelles qui sont proposées en fait, à la protection. Certaines sont strictement protégées, d'autres sont uniquement proposées en fait, et on est encore en train de discuter avec les propriétaires et les exploitants, parce qu'on doit toujours demander l'avis à ceux qui possèdent les terrains. Alors, quand c'est les terrains de l'État, c'est une chose, mais quand c'est des terrains privés, évidemment qu'on est obligé d'avoir l'accord des propriétaires pour pouvoir mettre en place des dispositions de protection. Et puis donc 60 périmètres proposés comme étant protégés sous forme de réserve, ça fait à peu près 3% du territoire genevois. Au niveau international et au niveau national, ils se demandaient comment est-ce qu'on allait respecter le protocole de Nagoya, qui en fait demande 17% d'aires protégées au niveau terrestre pour tous les pays qui ont signé en fait le protocole. Donc entre 3% et 17%, on se dit à Genève, on n'y est pas. Mais au niveau national, ils se disaient qu'ils allaient par exemple mettre les forêts, puisqu'en Suisse, les forêts sont protégées d'une manière relativement stricte par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays. Ou bien ils allaient mettre aussi les districts francs, c'est-à-dire les endroits où on n'a pas le droit de chasser. Alors comme tout le territoire genevois est un district franc, puisqu'il n'y a pas de chasse à Genève, on pourrait dire qu'il y a 100% du territoire qui est protégé. C'est-à-dire sur 100% du territoire genevois, on s'occupe de la biodiversité, des mammifères et des oiseaux qu'ailleurs on a le droit de chasser.
Donc c'est toujours une question de statistique. Vous savez bien que la statistique, c'est des fois une manière très exacte de dire des choses fausses. Là, si on dit 100% pas de chasse à Genève, donc 100% du territoire protégé. Si maintenant on prend effectivement la forêt c'est à peu près 12% du territoire genevois. Si on estime que le degré de protection de la forêt plus celui du lac, puisqu'on a un lac qui est dépollué, on a à peu près 25% du territoire entre ces deux grands écosystèmes qui sont gérés de façon durable. Donc on pourrait dire qu'il y a 25% du territoire genevois qui répond à des critères de prise en compte de la biodiversité de façon durable. Alors entre les réserves naturelles strictement protégées à 3% et les districts francs, ou le territoire entier du canton, vous voyez que la vérité, elle est quelque part au milieu, et puis elle est peut-être à 12%, elle est peut-être à 25%, elle est peut-être à 100%, suivant ce qu'on considère comme critère. Donc pour moi, le premier conseil qu'on pourrait donner, c'est effectivement le fait de laisser implanter certaines espèces en fait dans son jardin, dans un parc public, voire même sur son balcon, d'avoir un certain nombre d'herbes folles, d'avoir plutôt que cette folie de tout entretenir, ric-rac, bien ripolliné, bien propre en ordre, avec un seul ton de vert partout dans une pelouse, d'avoir des petits coins où il y a des fleurs qui arrivent. Ça peut toujours servir à certaines espèces qu'on n'imagine même pas, à des questions de pollinisation, comme j'expliquais tout à l'heure, qui sont utiles.